Merci à tous de vous connecter. Donc, comme on vous le disait donc en introduction, l'objectif de cette petite heure de session, un petit peu à la suite de ce que nous avions partagé le 9 mars avec Nathalie Granès au sein de la communauté territoire, c'est d'une part de pouvoir faire une démonstration très concrète de ce qu'est l'outil BAC Île-de-France. Donc, merci par avance à Fanny Olivier de se prêter à l'exercice. Donc ça, c'est effectivement, on va dire, une demi-heure jusqu'à 16h30. Et ensuite, et merci Thierry, de se reconnecter, qui va pouvoir assurer l'intervention qu'on avait prévue le 9, à savoir nous parler au-delà de présenter très rapidement GS1, mais c'est surtout d'avoir sa vision de ce qu'est un standard, un schéma de données au travers du standard de données par rapport à ce qu'on travaille sur les données d'entrée, le schéma de données d'entrée pour les arrêtés de circulation. Et puis on se gardera bien évidemment 5-10 minutes pour en question-échange. Donc voilà globalement ce qu'on a prévu pour la petite heure. Donc sans perdre de temps, Fanny, Oui, je te laisse partager ton écran pour démarrer la démo de l'outil. J'ai préparé une petite vidéo démo, je vais faire des pauses et surtout je vais vous la commenter. Déjà, vous réexpliquer ce qu'est BAC-IDF. Donc BAC-IDF, c'est un projet qui a été lauréat de la MIFRED de la région Île-de-France, donc lancé en 2020, donc ça fait déjà 3 ans qu'on travaille sur le projet. Ça a permis à ce qu'on construise une plateforme numérique qui centralise des arrêtés de circulation de stationnement pour la livraison marchandises, ça ne concerne que ça, en Île-de-France. Donc le but, bien sûr, c'est de rendre la logistique urbaine plus performante et on est soutenu par la région Île-de-France, l'ADEME et la Fabrique de la logistique. Et donc on est 3 partenaires, MC Ledger, donc notre start-up qui est plus sur le côté technique de l'application, et ELV Mobilité et Logicité qui sont eux spécialistes de la logistique urbaine. Voilà. Donc je reprends, hop. Donc là, c'est un petit schéma qui vous montre comment en fait on a construit notre application. On a d'abord demandé aux collectivités territoriales de déposer sur notre site internet, parce qu'on a commencé à faire un site internet dès le départ, bac-idf.fr, où on collectait en fait les PDF des arrêtés de livraison de marchandises qu'ils avaient pour leur commune. Voilà. Et en fait, cette collecte nous a permis de faire des analyses et de concevoir l'application BAC-IDF qui va sortir en production là début avril et qui, dans un premier temps, sera ouvert aux collectivités pour qu'elles saisissent leurs arrêtés de livraison de marchandises directement sur l'application. Donc tout ça, après, donne lieu à une base de données et je vais vous expliquer un petit peu plus tard ce qu'on fait de ces données. Voilà. Donc déjà, bon là j'ai passé un petit peu vite, mais donc la première étape, c'est ce que je vous disais, hop, je vais remettre, voilà, c'est la collecte des arrêtés de livraison de marchandises qui nous a servi pour l'analyse et la conception de l'API. Donc, juste pour vous dire, à l'état actuel, début mars, on avait à peu près 300 communes participantes au projet. Donc la plupart des grosses communes, surtout de la petite couronne et de la grande couronne de Paris. À savoir qu'on s'était fixé déjà comme échantillonnage 300 communes sur les 1200 d'Île-de-France et on a collecté environ 1000 arrêtés. Voilà. Donc la deuxième étape, c'est le lancement, c'est-à-dire lancer l'application au 1er avril à l'attention donc des collectivités territoriales. Donc ça veut dire un accès sur n'importe quel navigateur web. Bon, en priorité, quand même, on recommande Chrome parce qu'a priori, il y a moins de problèmes de manière générale sur toute application quand on va sur Chrome. Ensuite, c'est une application qui leur permet quand même une aide à la saisie puisqu'on a essayé de faire en sorte que ça soit le moins fastidieux possible pour eux et qui va regrouper en fait les questions, les éléments principaux d'un arrêté de circulation, de stationnement, de livraison de marchandises
pour en fait homogénéiser cet arrêté dans leur saisie. Puisqu'en fait, chaque commune a une rédaction d'arrêté qui lui est propre, et ça, on n'a pas moyen de standardiser. En revanche, par la saisie dans un formulaire via l'application, on fait en sorte d'homogénéiser un peu plus les choses. Voilà. Donc ils vont pouvoir visualiser l'arrêté saisi sous forme de PDF, l'envoyer. Ils vont pouvoir visualiser aussi toutes leurs données rentrées sous forme de carte. Ils vont pouvoir également consulter les cartes des communes limitrophes, mais aussi de n'importe quelle commune d'Île-de-France. Et ils vont pouvoir gérer donc leur base d'arrêtés sur l'application et pouvoir faire des mises à jour ou des abrogations quand leurs arrêtés juridiques chez eux, dans chaque commune, évolueront. Ils pourront les faire évoluer plus facilement aussi sur l'application. Voilà. Donc je vais rentrer dans le vif du sujet après, mais juste pour revenir sur la 3e étape. On va également ouvrir sur BackIDF des fonctionnalités BackJOP, qui seront visibles uniquement par les communes JOP 2024. Ça sera ouvert courant voilà, fin avril, début mai 2023. Donc ces fonctionnalités en fait JOP, elles sont disponibles pour permettre aux communes qui vont participer au JOP de mesurer l'impact qu'aura les flux tout simplement de marchandises des JOP, mais aussi de pouvoir du coup en amont rédiger les arrêtés temporaires qui seront nécessaires et éviter les écueils des JOP de Londres, puisque vous n'êtes pas sans savoir que la logistique urbaine n'a pas, comment dire, vraiment performé lors des derniers Jeux olympiques, et donc le but de cette modélisation est de pouvoir anticiper les flux, et donc c'est vraiment, on met l'accent sur l'importance, voilà, de la réglementation, pour cela. Donc pour terminer, vous avez peut-être, alors voilà, je rappelle juste que l'accessibilité JOP, en fait, c'est un accès qui est l'accès BackIDF. C'est juste que si vous faites partie des communes JOP, vous aurez accès à des fonctionnalités en plus, mais c'est pas un accès qui est différent, c'est pas une URL différente. Vous allez sur BackIDF, vous avez un seul compte et vous verrez automatiquement, si vous faites partie des communes JOP, les fonctionnalités qui s'ouvrent à vous. Voilà. Donc oui, je disais, pour terminer, vous avez peut-être déjà entendu parler de la plateforme qui est en train de se construire, qui s'appelle Dialogue. Donc c'est le ministère de la Transition écologique qui est en train de développer cette plateforme qui est, si vous voulez, née un peu des idées de BackIDF au départ, et qui va développer en fait ces idées sur un plan national. Mais il y a une continuité avec BackIDF, en tout cas pour l'Île-de-France, c'est-à-dire que tout ce qui sera saisi dans BackIDF, bien sûr, c'est des données qui seront transmises à Dialogue, donc aucune commune n'aura à ressaisir des données. BackIDF et Dialogue ont le même objectif, c'est vraiment diffuser l'information réglementaire pour les usagers de la route, donc en particulier les transporteurs, bien sûr les services d'urgence. Donc c'est une base de données qui va finir, si vous voulez, par être homogène en termes de format, et de toute façon, tout sera géré par Dialogue heu, à l'avenir, on va dire, même si les données sont au départ saisies via PDF. Voilà. Donc je continue. Donc voilà, là on rentre dans le vif du sujet. Donc je vais vous montrer sur l'application BackIDF comment en fait fonctionne le menu, les différentes fonctionnalités, et puis vous montrer comment on peut saisir des arrêtés avec notamment un aide à la saisie. Voilà, donc déjà, vous faites tout simplement saisie d'un arrêté. Vous avez la possibilité de parcourir un fichier, donc en l'occurrence un arrêté. Donc là, on choisit la commune de Boulogne-Billancourt, on choisit un des arrêtés, on fait ouvrir, voilà, et on fait extraction du fichier.
En fait, c'est une extraction OCR, hein, pour ceux qui connaissent, qui permet tout simplement d'avoir le texte à disposition et de faire des copier-coller, et de remplir le formulaire beaucoup plus facilement, d'avoir vraiment, l'arrêté sous les yeux, voilà. Donc on peut le voir l'extraction sous forme de paragraphe ou sous forme concaténée, hein, donc conseille quand même le paragraphe. Vous pouvez, ensuite, utiliser cette fenêtre. Alors bon, là, j'ai pas montré d'exemple, là dans la démo. Ensuite, on va vous demander, voilà, si l'arrêté est permanent, s'il est temporaire, s'il s'agit de circulation, de stationnement. Donc vous avez tout un champ, toute une liste de champs à remplir, hein, qui sont liés à ce qui est rédigé dans l'arrêté. Vous avez la partie réglementaire légale, voilà. Là, je remontre ce que ça donne sur le stationnement. C'est soit sur une voirie, soit sur une aire de livraison. Donc soit c'est des emplacements réservés, soit c'est des emplacements partagés. Heu, voilà globalement, ce qu'est la saisie d'un arrêté. Donc après on a les fonctionnalités que je viens de passer peut-être un peu vite, je vais peut-être, retourner dessus. Donc hop, voilà. Donc les fonctionnalités qu'on a, c'est en fait la fonctionnalité de pouvoir modifier l'arrêté, de pouvoir le dupliquer. Par exemple, si on veut créer un arrêté semblable, ça permet d'aller beaucoup plus vite et de dupliquer, les champs standards, on va dire. Vous avez également, la possibilité, de mettre à jour l'arrêté si celui-ci a déjà été mis à jour, légalement, bien sûr. Vous avez la possibilité d'abroger l'arrêté si ça a été fait légalement et la possibilité de visualiser l'arrêté. Et les arrêtés, quand vous saisissez un arrêté, à la fin, vous avez validé ou enregistré en brouillon. C'est pour ça qu'ici, vous avez une catégorie validée, brouillon, puis la catégorie archivée, en fait, c'est tous les arrêtés qui ont été abrogés et puis, c'est les arrêtés qui ont été mis à jour, donc les anciens et ben, on les met dans la partie archivée et donc on laisse la possibilité à la commune de pouvoir, les supprimer, à sa guise, voilà. Ensuite, on va voir, quand on visualise un arrêté, voilà, on le visualise sous forme de PDF qui reprend, hein, les principaux champs, voilà, du formulaire qu'on a rempli et on a un espace bonne pratique à la fin. Alors je reviens un peu en arrière. Voilà, un espace bonne pratique, qui permet de mettre, des articles courts, pour pousser, des comportements. Notamment, par exemple, celui, dans les arrêtés de circulation, pour la livraison de marchandises, de préciser le gabarit, mais par, la normalisation des gabarits, c'est-à-dire, vulles, camion porteur, ensemble articulé. Donc là, on redonne vraiment, les dimensions exactes pour chaque catégorie, pour en fait pousser à ce que les communes vraiment utilisent ces noms de catégories quand ils créent des arrêtés afin de, tout simplement d'homogénéiser aussi, les arrêtés au final, voilà. Donc là, quand on a le PDF, ce que je vous disais, c'est qu'on pouvait le télécharger et ensuite l'envoyer par mail. Donc là, voilà, vous choisissez votre destinataire, on fait retour, voilà. Après, si on va sur brouillon, on a une liste, d'arrêtés, sous forme brouillon. On peut également les modifier, les visualiser, les supprimer. Voilà, donc ça, je vous donne un exemple, d'un arrêté, rempli. Donc à chaque fois, si on a plusieurs voies, on rajoute, les voies, dans notre arrêté, mais on peut également cocher toute la ville si c'est un arrêté qui correspond à toute la ville. Ça, c'est un exemple d'arrêté abrogé, donc on a bien archivé qui est bien, noté sur le PDF, hein, pour pas se tromper. Voilà, après il y a les mêmes fonctionnalités que pour les autres types d'arrêtés et on retrouve tous les arrêtés validés sur la cartographie. Donc là, par exemple, sur la cartographie de Boulogne, on n'avait rentré que quelques arrêtés validés, hein, donc il y en avait pas énormément à l'époque de cette démo filmée. Mais, vous voyez qu'on a un système de filtre qui permet de pouvoir, cocher, décocher si on veut que du stationnement, que de la circulation, que de la livraison et quand on ce que vous venez de voir, c'est quand on clique directement sur la carte, on peut aller sur le PDF, correspondant, à l'arrêté saisi, voilà. Donc ça, c'est l'exemple des filtres et puis vous avez la légende, sur le côté.
Ensuite, ça, c'est la partie administration. Le premier inscrit, en fait, alors je vais m'arrêter là, hop, revenir dessus. Donc le premier inscrit d'une commune est automatiquement admin. Donc quand il y aura d'autres utilisateurs de la commune qui s'inscriront, il aura là, dans la partie inscription, le rôle en fait, de valider leur inscription. Donc l'admin de chaque commune recevra un mail et devra remplir cette fonction-là. Après, pour chaque utilisateur, du coup, si jamais un nouvel utilisateur s'est inscrit, et on souhaite changer, que cette personne devienne l'admin, ou c'était cette personne qui était censée être l'admin au départ, mais c'est pas le premier qui s'est connecté, enfin, peu importe la raison, on peut transférer le rôle et on peut également faire des modifications. Voilà. Donc j'avance. Après, voilà, je pense qu'on va revenir sur la partie mairie. Donc là, c'est les informations qui ont été collectées lors de l'inscription, la première inscription au compte. C'est modifiable, voilà. Ensuite, vous avez la partie guide technique. Donc c'est un PDF, qui est régulièrement mis à jour, qui présente l'application en détail sur son utilisation, ses fonctionnalités, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, etc. Voilà, vous pouvez le télécharger. Voilà, donc là, c'est la fin. C'est une démo un peu rapide, hein. Moi, ce que je vous propose, c'est soit, dans un premier temps, de me poser des questions et après, Fanny, j'aurais aimé que tu oui. montres un peu l'aspect cartographie, parce que Alors, Nathalie, ce que j'allais dire, c'est que je peux revenir. vas-y, reviens, parce qu'on est passé. Bon, ça intéresse pas mal de gens. Et c'est Oui. vrai qu'on donne l'impression Alors, qu'il y a soit je le fais en direct, soit je reviens sur la vidéo de démo, comme vous voulez. Fais comme tu le sens. Je vais le faire en direct, ça sera peut-être mieux. Alors, attendez un instant. Hop. Je me suis permis d'intervenir, Nathalie. Hop. Je vais vous le faire en direct. Oui, tu as bien fait. Hop là. Donc là, on est sur la commune de Montrouge, qui a pas mal d'arrêtés validés, comme vous pouvez le voir. Donc la cartographie, bien connu de la Fablog, bien sûr. voilà. Donc la cartographie, vous voyez, a un peu évolué par rapport à la date à laquelle on avait fait la vidéo de démo, à savoir que les filtres maintenant sont cachés ici, voilà. La légende est cachée là. Et là, vous avez la possibilité de voir ce que je disais tout à l'heure, les communes limitrophes, mais même n'importe quelle commune d'Île-de-France. Donc, par exemple, là, c'est Montrouge, en l'occurrence, mais si je veux voir, je ne sais pas, 9200 Boulogne-Billancourt, ce n'est pas la commune juste à côté, mais on voit, il se trouve que là, il y a un seul arrêté qui a été rentré. Donc voilà, celui qui est juste là. Donc on voit bien les informations importantes qui sont soulignées, c'est-à-dire que ça concerne la rue du Parc. C'est une interdiction pour les véhicules qui sont supérieurs à 5,5 tonnes en PTAC. Et si on veut aller sur le PDF de saisie de l'arrêté, voilà, on le récupère ici, on peut le télécharger. Donc après, si jamais je veux retourner sur Montrouge, il suffit que je me déplace sur la carte, voilà. Et si je veux aller regarder une autre commune, donc soit je peux supprimer Montrouge, soit je pouvais Boulogne-Billancourt, soit je pouvais le garder et aussi rajouter une autre commune adjacente, par exemple, je ne sais plus, Arcueil 92 130, non? Non, c'est pas ça. Et c'est pas 92 que j'ai fait. Tu sais plus, Olivier, les codes postaux? C'est pas ma force. Sinon, bon, ça doit être Nanterre, mais je crois que Juste une question, Fanny. Oui. Tu es obligé de passer par les codes postaux, tu peux pas marquer juste la commune? Non, aujourd'hui, alors je peux essayer, hein, mais aujourd'hui, non. On ne fait D'accord. que les codes postaux. D'accord, ok.
Donc ça permet aux communes vraiment de voir, n'importe quelle commune, d'Île-de-France. Alors limitrophe, c'est plus intéressant, hein, c'est pour voir aussi, comment une voie qui se continue sur, 2 communes, si c'est cohérent en termes, d'arrêtés de circulation notamment. Donc là, après, c'est le même principe, hein. Si vous allez sur un emplacement, partagé ici, vous verrez, que c'est un arrêté permanent, que c'est une réglementation qui est pour le lundi de 7h à 13h, que ça concerne, le 50 rue Maurice Arnould, voilà. Et pareil, vous pouvez aller voir, le PDF ici directement. Heu, voilà, pareil, quand il s'agit de circulation, là, c'est du 118 au 120 avenue de la République, donc c'est soit des tronçons, soit des voies entières. Et on peut également avoir des informations qui concernent toute la ville, donc c'est sous forme de petits i gris comme ça. Donc ça vous met que là, c'est pour toute la ville de Montrouge et ça vous demande, ça vous met le lien directement, vers la réglementation, voilà. En l'occurrence, une réglementation de stationnement. Et pour JOP, il y a un Oui. enrichissement de ces fonctionnalités de Oui, cartographie. c'est-à-dire que pour JOP, je peux montrer, enfin, c'est vraiment en cours de production, hein, donc je peux montrer rapidement. Alors, j'ai tellement d'adresses que pas être ça. Hop, non plus. Non. Voilà, donc par exemple, quand la commune, de Montrouge se connecte, sur JOP, il aura cette partie en plus dans le menu, hein, aide à la décision scénario, JOP 2024, avec, des recommandations horaires qui permettent de modéliser en fait, sur quels, événements, Montrouge, sera, par exemple, traversé, de choisir la ville d'accueil d'arrivée, une date, un itinéraire et d'avoir des informations en termes de flux, hein. Pour l'instant, c'est en cours de travail, hein, donc il y a pas d'information, c'est pas opérationnel. Et puis la même chose en termes de recommandations de gabarit, voilà. Sachant que là, Montrouge est une commune JOP, donc elle va pas avoir accès à toutes les possibilités de modélisation. En revanche, les communes d'accueil, donc là, il y en a à peu près, on va dire une douzaine, il me semble, en Île-de-France. Elles auront, en plus deux sous-menus, un, sur, leur calendrier et un autre sur, les impacts sur leur commune. Le but étant qu'elles mesurent cet impact pour créer ensuite des arrêtés temporaires, durant les JO. Voilà. On est inquiet, là, s'il n'y a pas de questions, on est très inquiet. Non, si, j'ai juste une question par rapport justement à un commentaire que j'avais fait plutôt et sur lequel Johan a répondu. Ce que je trouve embêtant, mais il y a peut-être une raison pour ça, hein, et encore une fois, je comprends très bien la réponse de Johan, mais c'est le fait de devoir interroger en fait par le numéro de code postal et non pas par la commune, voire simplement, parce que là, je pense qu'on est sur Google Maps ou un truc comme ça, non? Non, on a De la travaillé avec cartographie GPS ou un truc comme ça. OpenStreetMap, c'est pas Voilà. de Google, hein. Donc, ce qui serait Ouais. peut-être plus intéressant pour les acteurs, c'est de pouvoir afficher effectivement la carte et de cliquer directement sur la Oui, ils peuvent le commune. faire, ça. Ils peuvent le faire, ça. Non, mais j'ai pas dit que c'était pas possible, hein. Non, mais Je ça, dis juste ça que là, marche. ce qu'on a vu là, Oui. moi, ça me paraît, j'arrive pas à trouver le terme, mais je trouve que c'est un peu limité, quoi. Si on ne travaille que par le code postal, bon. Non, mais sur la carte, oui. Non, on peut avoir on peut par le biais de la carte sélectionner directement. Bon, après, on peut rajouter le nom des communes, ça c'est pas.
on l'a pas fait parce que Non, mais il faut bien garder des choses à améliorer, non? Sinon, c'est pas marrant. non, mais c'était purement une réflexion de ma part. Encore une fois, il y a Non, pas non, de, non. j'ai pas une critique, hein, c'est voilà. Non, mais j'explique aujourd'hui aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est simplement qu'on s'est plutôt focalisé. Oui, on peut directement sur la carte sélectionner des communes, etc., bien sûr, et naviguer uniquement sur la carte. Bon, après, on avait mis le code postal parce que ça a le mérite de ne pas être ambigu. Bon, mais ça aussi, c'est inconvénients. Et sinon, effectivement, on peut mettre le nom de la commune. De toute façon, on a déjà toute la logique pour redresser les noms, etc., puisqu'on gère les adresses. Donc, on a tout ce qu'il faut. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques? Oui, bonjour, Johan Richer. Présentation très intéressante. Effectivement, j'avais entendu parler de dialogue et on voit qu'il y a un outil qui existe déjà et donc c'est super. Et ma question du coup porte sur le fait que est-ce que l'outil de saisie BackIDF est-il open source? A priori, la loi l'oblige et en fait, le sens de ma question, c'est la mutualisation avec d'autres territoires régionaux, a priori, puisque ça se passe plutôt au niveau des arrêtés préfectoraux de région. Et voilà, du coup, avoir cette mutualisation. Je vais répondre sur les logiciels choisis sont open source, donc ça, il n'y a pas de problème particulier. Bon, le développement, on l'a fait dans le cadre d'un projet à EMI-Fret, et là, on est en train de finaliser un accord avec la DGITM qui va reprendre le système justement dans le contexte dialogue. Donc voilà, donc ça répond en partie à la question. Alors bien entendu, il n'y a rien qui fait que ça ne peut pas être utilisé sur une autre région, un autre territoire que la région Île-de-France. Simplement, c'est la région Île-de-France qui a été la plus engagée, la plus active et la plus dynamique pour amener au développement de cette première version. Mais j'espère bien, oui, que dans le cadre de dialogue, il y aura la possibilité de réutiliser, de valoriser ce qui a été fait dans ce projet. Tout à fait. D'accord, merci. Ok, s'il n'y a pas d'autres questions, du coup, je propose de laisser la parole et l'écran à Thierry pour nous partager donc. Bon, Thierry, qui a spécialisé les postaux. Non, je plaisante. Quand on est dans le transport, on les connaît bien quand même. Thierry, tu es en mute. On n'a pas. Son dernier jour de boulot. On n'a pas Pardon, je disais non, spécialiste des codes postaux, non, certainement pas. Mais voilà quoi. Donc. Adresse, oui. Après, on va essayer de revoir un petit peu tout ça ensemble. En fait, je vais partager mon écran déjà. Alors, c'est où C'est en bas. Démarrer, arrêter. Où est-ce qu'il est le partage d'écran? Je le vois pas. Activer, désactiver en bas, en fait, en bas de ton écran. Tu as une barre de tâches, micro, activer, caméra. Désactiver la vue mosaïque, voilà. C'est ça? C'est ça. Non, pas la vue mosaïque, l'écran. J'ai pas ça. Alors, attends, plus d'action. Choisir juste après ta caméra. Attends, alors là j'ai un problème là. C'est quoi ça? Activer, désactiver le partage d'écran. Voilà. Hop, on va mettre ça. Ah, tiens, ça marche pas. Sélectionner un onglet. Fenêtre, voilà. On va mettre ça. Hop, partager. Tac. Est-ce que vous voyez mon écran? A priori, oui. Tout le monde le voit? Ouais, on voit. Là, on voit. Ok. Alors, moi, je vois pas, non. Ah. Moi, ça le voit pas. Ouais, moi non plus. Ah si, c'est bon. Il n'y a que moi qui le vois pas? Pour l'instant, Thierry a affiché l'écran des participants, en fait. Non, normalement. Ah oui, ok, ça marche. Normalement, j'ai un slide avec standardisation des arrêtés de circulation. Non, c'est resté bloqué sur. Peut-être un autre écran. Attends, on va faire autrement. Hop. On va faire autrement.
On va Le plus revenir simple, sur le c'est de partager partage. toute ta Donc, fenêtre. activer, désactiver le partage d'écran. On est bien d'accord. Tac, fenêtre. Tac, tac. Est-ce que là, vous le voyez? Ça marche. Yes. Ouais. Ah, c'est bon. beau la Et technique. Camille t'a remis un commentaire sur les codes postaux. Elle a rajouté une couche. Je verrai ça après. Donc là, je me suis mis en plein écran. Tout le monde voit bien? Oui, C'est parfait, bon, merci c'est Thierry. bon, Bon, ok. c'est bon, Thierry. Donc, l'objet, en fait, de ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'était revenir un petit peu sur, d'abord, ce qu'est GS1, ce que fait GS1, ce que GS1, ou du moins les standards ou les identifiants GS1 peuvent potentiellement ou éventuellement apporter à ces travaux. Et vous verrez que je terminerai, en fait, ma dernière slide par un certain nombre de questions. Alors, elles ne vont pas forcément appeler des réponses immédiates, mais je pense qu'en ce qui nous concerne, nous, les réponses seront importantes, de manière après à voir si on peut effectivement apporter notre pierre à l'édifice ou pas. Encore une fois, hein, on est dans la standardisation, on est dans des identifiants, mais ce n'est pas parce qu'on fait ça que ça va répondre à un besoin, si tant est qu'il y ait un besoin. Donc, pour l'instant, on va peut-être lancer un petit peu la réflexion là-dessus. Et puis après, je vous laisserai éventuellement discuter de tout ça et dire tout à fait ouvertement si oui ou non vous pensez qu'on peut apporter quelque chose ou pas. Et si oui, à ce moment-là, on verra un petit peu plus loin. Alors, je voulais juste commencer par quelque chose qui est un petit peu évident et que tout le monde peut comprendre. C'est qu'on parle aujourd'hui, nous, de marchandises, mais pareil pour la circulation, en fait, c'est que les marchandises, elles ne peuvent pas bouger si, en fait, leurs données et les données qui sont liées à ces marchandises et aux moyens de transport ne circulent pas. Donc, permettre aux données de circuler sur une plus grande échelle vers le plus de partenaires possible avec le moins de friction, c'est vraiment aujourd'hui quelque chose d'essentiel pour améliorer le mouvement des marchandises. Et c'est en ça que les arrêtés de circulation peuvent effectivement entrer dans le champ d'investigation de ce que fait GS1. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que la standardisation ? La standardisation, d'abord, ça a un objectif, c'est de rendre des données le plus lisibles par des machines, par des ordinateurs, ou éventuellement, ou de les structurer de manière que l'ensemble des parties avec lesquelles on va échanger ces données puissent les lire, mais surtout les comprendre d'une manière unique et sans ambiguïté. C'est vraiment quelque chose qui est le plus important. Donc aujourd'hui, vous pouvez disposer de données qui sont sous différentes formes, de fichiers texte, avec des virgules, des points, des feuilles de calcul Excel, des formats de données qui sont aussi déjà standardisés d'une certaine manière, mais avec des standards qui ne sont pas forcément des standards internationaux, des standards globaux. Et quand on va commencer à vouloir échanger de la donnée avec des parties extérieures en fait, à l'organisation qui a travaillé sur ces données-là, c'est là où on va avoir un problème parce qu'en fait, on va se rendre compte que certaines données ne vont pas être comprises comme elles devraient l'être parce qu'encore une fois, on n'a pas une définition de la donnée et on n'a pas une assurance qu'on parle bien effectivement de la même chose. Et donc, c'est là où on a besoin de ce qu'on peut appeler un langage commun. Et c'est ça, en fait, que va représenter la standardisation. Donc, le rôle des standards, ils vont faciliter l'interopérabilité. Encore une fois, on a un langage commun. Donc, on ne se pose plus la question de savoir si la donnée correspondant à X est bien comprise dans un autre système et correspond bien à X et pas à Y. Donc, en fait, c'est que différentes parties peuvent s'appuyer sur des standards pour partager des informations sans se connaître et sans forcément, d'ailleurs, se faire confiance aussi. Les standards vont aussi permettre de bénéficier de solutions qui vont être concurrentielles en provenance de différents fournisseurs, puisqu'en fait, chacun pourra utiliser la solution qui correspond à son besoin sans avoir à se poser la question de savoir si les données que je vais inscrire ou que je vais utiliser dans une solution seront bien comprises de la bonne manière par une solution concurrente ou une solution différente. Et donc, effectivement, c'est ça qui va me permettre aussi d'avoir un choix sur les différents fournisseurs qui puissent exister, ce qui va permettre aussi aux fournisseurs d'élargir leur champ. On pourrait comparer ça un petit peu aujourd'hui à ce qui se passe dans le monde du téléphone portable. Aujourd'hui, tout le monde se moque bien de savoir quelle est la marque de votre téléphone ou quel est l'opérateur que vous utilisez. Vous avez choisi, vous, un téléphone parce qu'il est plus joli, parce qu'il a des caractéristiques techniques qui vous correspondent plus. Par contre, ce qui est important, c'est d'avoir un numéro de téléphone, chacun, qui est unique, qui va vous permettre de vous connecter avec vos correspondants. Et c'est en ça
que les standards jouent un rôle. Et puis, les standards, bien évidemment, vont encourager l'innovation, puisqu'en fait, c'est une base qui est solide pour l'élaboration de solutions qui sont de plus en plus innovantes et donc permettre effectivement des choses beaucoup plus avancées. Alors, qu'est-ce qu'on fait chez GS1 ? En fait, chez GS1, notre raison d'être, elle est relativement simple. Elle a toujours été la même depuis 50 ans. C'est identifier pour échanger aujourd'hui et demain. En fait, aujourd'hui, GS1 produit et a produit un certain nombre de standards d'identification qui vont permettre d'assurer ce langage commun et d'échanger sur un certain nombre de données et d'être sûr que ces données sont bien comprises, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on identifie ? On identifie des produits, on identifie des pièces, des composants, des équipements. On identifie aussi des entreprises, des entités et des lieux. Et on identifie des unités logistiques. Et au-delà de ça, on identifie aussi un certain nombre de moyens de transport, ou de moyens en tout cas, qui vont permettre d'assurer le transport d'un certain nombre de marchandises. Quand on parle d'échange, on parle de quoi ? On parle d'échanges commerciaux transactionnels, on parle de suivi du cycle de vie d'un produit ou d'une marchandise ou d'une unité de chargement, mais on parle aussi des échanges qui concernent la supply chain et la logistique. Alors, les principes constitutionnels de l'identification chez GS1, c'est très simple. C'est d'abord l'unicité, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a un code qui identifie un produit, un lieu, une action, etc., on est sûr que ce code est unique et il ne peut identifier qu'un seul produit ou un seul item. Ensuite, pour qu'on puisse être sur quelque chose de standard, il faut bien évidemment que ce code et cet identifiant ne puisse être affecté ou donné que par un auteur qui est autorisé. Alors, on a marqué par GS1, tout simplement parce que aujourd'hui, les entreprises viennent vers GS1 pour obtenir un code d'identification générale de leur entreprise qui va leur permettre de codifier elles-mêmes leurs produits. Donc, encore une fois, l'unicité, c'est-à-dire qu'on a un seul code correspond à un seul produit, on a un auteur dont on est sûr qu'il a autorité pour pouvoir créer cet identifiant. Et puis enfin, le dernier pilier important, c'est l'inclusion, c'est-à-dire que ces identifiants doivent être utilisés par le plus de monde possible. C'est le cas du GTIN que vous connaissez tous avec le fameux code barre, vous savez, les petites barres verticales noires et blanches. En dessous, vous avez un numéro. Ce numéro s'appelle le GTIN, le Global Trade Identification Number, qui va permettre d'identifier de manière unique un produit, quel qu'il soit, mais qui va permettre aussi d'identifier, et ça, peu de gens le savent, le pays auquel appartient le fabricant du produit. C'est-à-dire qu'on a des plages de codification aujourd'hui au niveau de GS1, on est présent dans 115 pays dans le monde. On a des plages d'identification qui sont différentes et qui permettent de dire que un produit dont le code numérique va commencer par 30, par exemple, jusqu'à 37, on est sûr que ce sera un produit qui est fabriqué en France. Si on est sur du 0 ou du 10, c'est un produit qui sera fabriqué aux États-Unis, etc., etc. Alors aujourd'hui, donc, on a un système global de standards qui va permettre d'identifier un certain nombre de choses. Donc, je vous parlais des entités, je vous parlais des unités de chargement, je vous parlais des transporteurs, je vous parlais d'un certain nombre de choses. Tout ça, aujourd'hui, on est en capacité d'identifier, y compris d'ailleurs un certain nombre de documents qui ont besoin parfois d'être certifiés ou identifiés de manière unique. Donc, l'identification, c'est vraiment le premier pilier du travail de GS1. La capture, c'est le deuxième pilier. Donc, quand on parle de capture, c'est que avoir de la donnée, c'est bien, mais il faut pouvoir la partager. Or, pour pouvoir la partager, il faut qu'on ait des outils de capture ou des possibilités de capture de la donnée qui va nous permettre effectivement de transférer cette donnée d'un endroit à un autre. Donc, pour ça, vous avez le fameux code barre que tout le monde connaît. Donc, vous avez le AN ou le GS528, mais vous avez aussi un certain nombre de QR codes. Alors, on parle de QR code aujourd'hui, on parle de QR code augmenté chez GS1, puisqu'en fait, ce QR code n'est pas le QR code classique que vous pouvez avoir un petit peu partout et qui vous permet d'aller juste sur un site internet ou sur une page qui va vous donner de la publicité. En fait, quand on parle de QR code augmenté chez GS1, c'est qu'on a des liens vers d'autres sources de données qui appartiennent à la marque et qui vont permettre d'avoir d'autres informations, qu'elles soient pour le consommateur. Donc, par exemple, ça va être tout ce qu'on va trouver sur une étiquette, mais qui va être
avec un peu plus d'informations. Ça va vous permettre d'avoir aussi toutes les informations sur la provenance des différents composants qui composent le produit lui-même. Ça va vous permettre d'avoir aussi une assurance de savoir qui, par exemple, a donné une certification bio à ce produit, quand, etc., etc. Donc, on va vraiment très, très loin avec un QR code aujourd'hui et non pas le simple QR code que vous connaissez. Et puis, bien évidemment, on a tout ce qui concerne la RFID, donc que ce soit le PC ou tout ce qui est RFID. Aujourd'hui, on a, je ne vais pas dire que ce n'est pas nous qui faisons les puces RFID, mais par contre, la technologie qui aujourd'hui permet d'identifier un certain nombre de produits, par exemple, quand vous allez chez Decathlon, que vous mettez vos produits que vous avez pris en rayon, vous les mettez dans un bac et ça vous sort automatiquement le prix que vous avez à payer, ben, tout ça, c'est effectivement basé sur des standards GS1. Et puis enfin, il y a toute la partie partage des données, soit donc avec un réseau de synchronisation globale de données, soit via l'EDI, qui est bien connu de tout le monde, soit via éventuellement un standard aujourd'hui de traçabilité qui est le PCIS, mais qui est encore une fois basé sur des événements qui ont eu lieu et non pas des événements qui vont avoir lieu. Donc ça, c'est quelque chose qui aussi est une importance sur lequel on travaille aujourd'hui. Et tout ça va effectivement permettre donc cette interopérabilité entre les différentes solutions existantes. Les identifiants GS1 utiles, donc je vous le disais tout à l'heure, les entreprises et les lieux, ça c'est essentiellement le GLN, le Global Location Number, on y reviendra après. Pour le produit, mais là ça ne nous concerne pas, c'est le GTIN. Tout ce qui concerne la logistique et le shipping, on va être sur le GLN, le SSCC qui permet d'identifier des conteneurs ou des palettes ou des choses comme ça. GSIN, ça aussi, ça ne nous concernera pas. Le matériel, par contre, ça peut nous concerner, que ce soit des remorques ou que ce soit des palettes réutilisables. Ce qui va nous intéresser aussi, c'est éventuellement les services, donc tout ce qui concerne les documents qui doivent être éventuellement identifiés. Le reste ne nous concernera pas, éventuellement. Donc voilà, en fait, ce système global aujourd'hui, on a la possibilité aujourd'hui d'identifier tout ce que vous voyez à l'écran, que ce soit des palettes, que ce soit des expéditions, que ce soit des bateaux, que ce soit des avions, des conteneurs, des documents, etc., etc. Et puis tout un tas d'autres choses. Alors, je voulais revenir sur le GDTI, donc, qui, a priori, pourrait avoir un intérêt dans nos travaux. Donc, le GDTI, en fait, c'est un identifiant qui va permettre d'identifier de manière unique un document, quel qu'il soit, que ce soit une police d'assurance, des formulaires d'expédition, des fichiers numériques, des factures, etc., etc. Et donc, éventuellement, des arrêtés d'interdiction de circulation, puisqu'en fait, aujourd'hui, si le besoin s'en faisait sentir, et si on a des différents formats d'identification de ces arrêtés, eh ben on pourrait effectivement non seulement les identifier de manière unique, et on serait sûr qu'on parle bien du bon arrêté de circulation, mais qui permettrait aussi de le partager de manière beaucoup plus simple via effectivement les outils de convoyage de ces données, que ce soit des QR codes, des codes barres, etc., tout simple. Donc ça pourrait effectivement être quelque chose qui pourrait être intéressant. Un système de codage qui est très simple, qui va être utilisé pour faciliter la numérotation, mais aussi l'identification des documents. Par exemple, on pourrait très bien considérer qu'on a non seulement la référence du document qui est inclus dans le GDTI, mais on pourrait dire que ça concerne un arrêté permanent ou un arrêté juste temporaire, et voire même aller beaucoup plus loin que ça, avec d'autres attributs qu'on pourrait ajouter. Donc tout ça d'une manière simple, avec un seul et même numéro. Ensuite, on a le code GLN, qui là pourrait être intéressant éventuellement pour l'identification des zones d'interdiction de stationnement, par exemple. Aujourd'hui, on a le GLN qui est utilisé dans un certain nombre de solutions de planning, de route planeur, de planning de route, des gens comme PTV, etc., qui les utilisent, et qui va permettre effectivement de dire, à partir du moment où j'ai ce GLN qui est entré et qui correspond à une rue dans laquelle je n'ai pas le droit de circuler parce que mon véhicule ne correspond pas aux autorisations de l'arrêté, eh ben, on va automatiquement, grâce à ce GLN, on va pouvoir l'identifier et on va pouvoir me proposer une autre route qui va me faire éviter ce genre de truc-là, ou qui va me permettre en tout cas de stationner dans une rue qui va être cette fois autorisée. Donc tout ça, effectivement, sont des attributs supplémentaires qui existent dans le code du GLN et qu'on peut mettre en place et qui pourraient effectivement être applicables. Alors le GLN, encore une fois,
pour bien vous montrer les choses, c'est que dans le GLN, on a la possibilité d'aller à un niveau de granularité qui est très fin. Sur la partie gauche de l'écran, vous avez effectivement en haut un gros GLN bleu là, qui est ici, qui lui va identifier l'ensemble de la zone. Et puis dans cette zone, on voit bien qu'on a différents bâtiments. On a un parking, on a une porte d'entrée, une porte de sortie, etc., etc. Et bien en fait, avec ce GLN qu'on va appeler le GLN mère, qui va identifier la zone, on va pouvoir décliner autant de GLN que l'on veut pour identifier l'ensemble des bâtiments, l'ensemble, la zone de parking, les portes de sortie, les portes d'entrée, avec des attributs qui vont nous permettre de dire, si je prends la porte d'entrée, là par exemple, le GLN qui correspond à cette porte-là, il correspond à une porte d'entrée et pas une porte de sortie. Ça peut être une fast lane, ça peut être n'importe quoi, mais on va pouvoir l'identifier. De la même manière, au niveau de ce bâtiment-là, on va identifier, on a bien un seul et même bâtiment qui est identifié aujourd'hui avec une adresse postale. Et encore une fois, je ne remets pas en cause le bienfait de cette adresse postale, mais toujours est-il que si on a besoin d'un peu plus de niveau de granularité, notamment lorsqu'on est côté transporteur, ça pourrait être intéressant de savoir que le bâtiment qui est ici, par exemple, auquel correspond à un GLN particulier, dont la racine sera la même que la zone, bien évidemment, je sais que si j'ai ce GLN-là dans mon système de navigation, je dois aller ici, et je ne dois pas aller dans une autre zone, etc., etc. Et de la même manière, si on passe sur la partie droite de cet écran, à l'intérieur d'un bâtiment, on peut identifier les porte-à-quai, on peut identifier les racks, on peut identifier plein d'autres choses. Donc le GLN permet d'avoir effectivement un niveau de granularité qui va être très précis. Je dis ça pourquoi? Je dis ça tout simplement parce que quand on a des interdictions de stationnement, on peut avoir une zone à identifier. On peut avoir une zone qui va être comprise entre plusieurs rues, ou entre plusieurs avenues, ou etc., etc. Comme on peut très bien avoir aussi besoin d'avoir une interdiction de stationnement entre certains numéros dans une même rue. Le GLN va permettre effectivement de répondre à ce besoin de granularité le plus fin possible. Donc en fait, on a une hiérarchie complète des sites et des lieux qui est facilement cartographiée à l'aide du GLN. Cette approche, en fait, elle peut être utilisée dans n'importe quelle activité de la supply chain, qu'on parle de campus universitaire, de bâtiments, de porte-à-quai, etc., etc. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est pris en compte notamment dans les activités portuaires pour identifier les quais de déchargement et notamment les points d'amarrage sur les quais de déchargement d'une manière précise. Donc en fait, on répond à une question qui est une question qu'on retrouve assez récurrente dans le monde du transport et de la logistique, c'est savoir où se trouvent mes marchandises, où se trouvent mes camions, mais surtout, effectivement, quand les choses peuvent se passer, puisque à partir du moment où on sait le où, on peut être en capacité de définir le quand. Donc en conclusion, on a un langage commun qui est vital pour lever les ambiguïtés et permettre une réelle interopérabilité entre les solutions. Ça, je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus. L'identification sans ambiguïté des lieux est nécessaire parce qu'effectivement, on va pouvoir être sûr qu'on adresse bien la rue, Charles Michel à Paris et non pas la rue Charles Michel à Montrouge. Et pourtant, il peut y en avoir des mêmes. Donc là, on est sûr qu'on est bien sur la bonne chose. Et puis, on a aussi des relations hiérarchiques cohérentes qui peuvent être rendues disponibles pour les différents niveaux de granularité qui sont requis pour permettre effectivement une circulation beaucoup plus efficiente des moyens de transport aujourd'hui au sein des villes. Donc voilà les questions dont je vous parlais. Donc la première, c'est est-ce que parmi ce que je vous ai présenté, est-ce qu'il y a des standards GS1 qui peuvent être pertinents à utiliser dans le cadre de dialogue ou dans le cadre de BAC-IDF, alors que ce soit pour l'élaboration des arrêtés, donc le document lui-même, pour le partage des données avec les acteurs de la supply chain, pour la localisation des aires de livraison ou pour les fonctionnalités cartographiques? Est-ce qu'il y a un intérêt à s'adosser à des standards GS1 dans la structuration de la base de données de dialogue? Je n'ai pas la réponse aujourd'hui, c'est vous qui l'avez éventuellement. Est-ce qu'il y a un intérêt à s'adosser à des standards GS1 aussi pour créer une interface unique de saisie pour les collectivités? Pourquoi pas? Et est-ce que le GLN, parce que je pense que c'est lui qui est quand même au cœur même du débat, est-ce que le GLN, pour localiser les aires de livraison et les cartographier et les relier aux arrêtés, peut avoir une utilité ou pas? Encore une fois, je n'ai pas forcément la réponse à ces questions-là. Je n'ai pas le détail des travaux qui ont été faits aujourd'hui
dans le cadre des outils qui ont été présentés tout à l'heure, et encore une fois, je trouve que les outils sont absolument géniaux, mais est-ce qu'il y a un besoin d'avoir effectivement ces standards ajoutés ou pas? À vous de me dire. Je ne me formaliserai pas si la réponse est non. Je pourrais le comprendre. Maintenant, si la réponse est oui, eh ben, il faudra qu'on voit effectivement comment on peut avancer ensemble, comme on le fait systématiquement. Voilà, pour moi, j'ai fini. Je reste à votre disposition. Alors, je peux me permettre de dire un mot, c'est Olivier Morel, BackIDF. Alors déjà sur Vous l'avez reconnu, Olivier. Non, mais c'est pour le reste du... D'abord, avant de te souhaiter une excellente retraite, je vais t'embêter jusqu'à la fin. Juste un truc, je pense que c'est très intéressant et je pense qu'effectivement pour les lieux, en particulier dès qu'on va s'intéresser à des lieux comme les places de livraison, etc., c'est-à-dire peut-être d'ailleurs dans l'évolution qui a été appelée de ses voeux cet après-midi par Xavier Valère sur de faire des places de livraison. Je pense que c'est intéressant d'avoir une façon plus fine de les positionner que des adresses postales qui peuvent ne pas correspondre exactement. Parce qu'effectivement, c'est tout simple, devant un immeuble, un numéro 128 boulevard Excelmans, tu peux avoir 3 places de livraison. Ouais. Donc, si tu veux les distinguer les unes avec les autres, ça va être compliqué d'utiliser 128. Donc, ce que font les mairies, c'est qu'ils utilisent des coordonnées type, on va dire, GPS, géographique. GPS, ouais. Bon, alors il faut comparer les deux pour voir le bénéfice et avantage d'utiliser. Donc là, je pense qu'il y a un intérêt. Il y a un autre intérêt sur un autre projet qui nous intéresserait beaucoup, qui est par exemple, de positionner des endroits de chargement sur des quais pour des trains. Ouais. Là, je pense que ça peut être très intéressant. Donc moi, je dirais intellectuellement, je pense qu'on a intérêt à passer du temps là-dessus avec un petit groupe pour les gens qui en auraient un usage. Maintenant, je ne peux pas préjuger de la décision. Je ne sais pas si Mathieu est là, mais je peux difficilement préjuger de la décision de Mathieu et de son équipe sur le fait de l'intégrer si tôt. Bon, ça, c'est une première remarque. Il y a une deuxième remarque, c'est que je pense que la capacité aussi, dans les standards que vous avez un standard sur la possibilité de donner un document unique, un numéro unique à un document. Ça aussi, je pense que c'est assez intéressant parce que ça peut, quand on va avoir beaucoup de documents différents, à moins que l'État décide d'avoir sa propre nomenclature et sa propre façon de le certifier, le numéro unique, c'est une méthode qui n'est pas trop mauvaise quand même pour s'assurer qu'on a le bon arrêté, qu'il est au bon endroit, etc. Mais bon, ça c'est mon opinion. Je pense qu'il faudra le vérifier. Mais je crois qu'il faut explorer cette voie. Oui, tout à fait. Et c'est pas pour faire plaisir parce que tu t'en vas et que ça ne sera pas toi. Hein. Non, mais ouais, autant, GS1 a fonctionné avant moi et continuera de fonctionner après moi. Mais je veux dire, non, mais nous, on est prêts de toute façon à vous aider là-dessus. Encore une fois, le tout, c'est de savoir effectivement s'il y a un intérêt ou pas. S'il n'y a pas d'intérêt... Il y a un intérêt, mais il faut qu'on l'explore avant. Parce qu'intellectuellement, il y a un intérêt. Après, il faut qu'on regarde avantages et inconvénients par rapport à d'autres solutions qui peuvent émerger. Et je pense que dans la mesure, sur ce projet BackIDF en particulier, où on a un lien étroit avec l'État, il faut que ça se fasse en concertation. On peut pas décider, voilà, c'est tout. Mais oui, moi, je pense que c'est intéressant. Oui, sinon, on n'en parlerait pas, d'ailleurs. Déjà, merci beaucoup, Thierry, pour cette présentation extrêmement claire. Je rejoins Olivier sur la pertinence du GLN pour la partie localisation des aires de livraison. Je ne sais pas si Mathieu est là parce qu'il devait se connecter. Oui, il est quand même un acteur essentiel. Ouais, mais en tout cas, bon, j'ai la présentation, donc ça sera forcément, bien évidemment, parce que c'est effectivement plus à lui de le partager. Mais c'est sûr que du point de vue, ça c'est une question qu'on avait déjà partagée avec Nathalie, mais du point de vue, d'une part, du standard sur la saisie des données pour essayer d'avoir quelque chose du plus harmonisé possible au niveau de l'ensemble des collectivités, il y a un vrai intérêt à poursuivre les réflexions, ça c'est évident. Donc si GS1 peut être support, tant mieux. Et puis sur la partie aire de livraison, alors je sais que c'est effectivement pas la priorité dans les travaux qui sont engagés au niveau de dialogue, mais je ne vais pas parler à la place de Mathieu, mais en tout cas de la même façon, pour intégrer ça dans nos réflexions, je pense qu'il y a aussi un intérêt. Voilà, pour côté global Fabloc pour l'accompagnement. Est-ce qu'il y a d'autres, parce qu'il est déjà 58, est-ce qu'il y a d'autres réflexions, mais tenu le timing? De toute façon, je vais partager. Je te l'avais déjà envoyé, je crois. Delphine, oui, je l'ai là, absolument. Donc, n'hésite pas à le partager. N'hésite pas à le partager. Encore une fois, si tu veux, je pense que
les questions qu'on a posées tout à l'heure, c'est des questions qu'on avait discutées, mais elles n'appellent pas forcément une réponse aujourd'hui. Je pense qu'elles sont là peut-être des commentaires ou des... Voilà, pour commencer une réflexion, se poser les bonnes questions, et puis surtout éviter de réinventer la roue. Voilà, exactement. Donc après, il y a le temps de se poser et en fonction des réponses aux questions, comme disait Olivier, de voir effectivement quels sont les avantages et les inconvénients par rapport à ce qui est utilisé aujourd'hui dans la solution ou pas, ou ce qui pourrait être utilisé par rapport à d'autres standards existants. Une chose quand même importante, c'est il faut savoir que tous les standards que je vous ai présentés là sont aussi des standards ISO, donc ce sont des standards internationaux. Oui. C'est-à-dire que si demain ce dispositif devait ou pouvait éventuellement se déployer sur d'autres villes, et je pense notamment à des villes, pourquoi pas limitrophes sur la Belgique ou des choses comme ça, il faut savoir que ces codes-là, de toute façon, ils seront compris en Belgique, en France, n'importe où. OK. Donc ça, c'est important aussi. Merci. Est-ce que cette